Se retrouver au cœur d'un débat acharné est une situation familière. Vous sentez votre pouce s'accélérer et chaque déclaration est perçue comme un défi, chaque affirmation comme un champ de bataille. Votre esprit construit fébrilement le prochain argument, dont le but est de prouver votre point de vue. Mais l'adversaire est occupé à faire de même. Dans un tel environnement, personne ne s'entend, tout le monde attend le moment de contre-attaquer. C'est alors qu'apparaît un observateur qui ne prend pas parti et ne donne pas de conseils. Au lieu de cela, il prononce tranquillement quelque chose de déconcertant. Vous avez déjà perdu. Comment est-ce possible? Il s'agit bien d'une lutte, d'une défense de son propre point de vue. Comment cela peut-il être synonyme de défaite? Selon cette personne, en entrant dans une telle discussion, on abandonne déjà son pouvoir. Il affirme que la véritable force ne réside pas dans le désir de prouver que l'on a raison, mais dans quelque chose de tout à fait différent. Quelle est cette force cachée et pourquoi le silence est-il parfois plus convaincant que les mots? Pour répondre à ces questions, il est nécessaire d'approfondir sa philosophie et de découvrir la technique silencieuse qui, selon lui, confère à une personne un véritable pouvoir. Dans la conscience publique, l'idée que le pouvoir est de triomphe dans les batailles verbales, la capacité à incriminer l'adversaire dans l'erreur et à dominer la discussion est ancrée dans les esprits. Cependant, Friedrich Nietzsche avait un point de vue complètement différent. Selon lui, le véritable pouvoir ne réside pas dans l'éloquence, mais dans la maîtrise de soi et de la situation. Mais qu'est-ce qui pousse les gens à se disputer? Pensez à ce que vous ressentez lors d'une discussion tendue, à la rapidité avec laquelle l'intensité émotionnelle monte. Mais avez-vous déjà réfléchi aux causes profondes des disputes? Nietzsche pensait que la plupart des désaccords n'avaient pas pour origine la recherche de la vérité, mais les besoins psychologiques profonds de l'homme. Le premier et le plus important est la défense de sa propre personne. Les gens entrent en polémique lorsque leur estime de soi est menacée. Admettre ses torts est perçu comme une perte d'une partie de sa propre identité, et l'esprit y résiste désespérément. Deuxièmement, il s'agit d'une lutte d'influence. Souvent, le débat n'est pas un concours de faits et de logique, mais une bataille pour la domination. Qui a le dernier mot? Qui donne le ton de la conversation? Qui forcera l'adversaire à reculer? Troisièmement, il y a l'instinct grégaire. Certaines personnes défendent un certain point de vue non pas parce qu'elles y croient sincèrement, mais parce qu'elles veulent paraître intelligentes, sûres d'elles et fortes aux yeux des autres. Le philosophe N interprète les manifestations d'émotions violentes comme une preuve de faiblesse intérieure. Selon lui, les personnes qui sont sujettes à des réactions émotionnelles en réponse à des arguments perdent le contrôle d'elles-mêmes. Il pensait que dès qu'une personne se laissait déséquilibrer par quelqu'un d'autre, la défaite était imminente. Examinons les concepts clés de N. La volonté de puissance et l'Ubermensch sur homme. La célèbre notion de volonté de puissance du philosophe est souvent mal interprétée. Elle n'implique pas une simple force physique, mais plutôt la capacité d'affirmer sa volonté face à la réalité. Cela dit, l'expression verbale n'est pas toujours un préalable. Parfois, la manifestation la plus puissante du pouvoir, c'est la capacité à s'abstenir de toute réaction. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'image de l'Ubermensch, l'homme idéal et exalté dans la philosophie de N. Contrairement à un homme ordinaire, l'Ubermensch ne succombe pas au débordement émotionnel. Il n'entre pas en conflit pour gagner ou prouver qu'il a raison. Au contraire, il choisit délibérément des moments pour entrer dans la discussion et des moments pour rester silencieux. Parce que le véritable pouvoir ne réside pas dans le flux des mots, mais dans la capacité à contrôler le cours de l'interaction tout entière. À titre d'exemple, imaginons une situation dans une réunion où deux personnes sont impliquées dans une dispute. L'une d'entre elles parle fort, avec assurance, cherchant à tout prix à prouver son point de vue. L'autre, en revanche, reste calme et posé, prêtant plus d'attention à l'écoute qu'à la parole. Il préfère ne pas gaspiller d'énergie dans des batailles émotionnelles inutiles. Cependant, lorsqu'il décide de s'exprimer, ses mots ont une puissance et une précision incroyables et peuvent changer radicalement l'orientation de la conversation. Une question légitime se pose. Qui détient le véritable pouvoir dans cette situation? N affirme avec certitude qu'une personne qui garde son sang-froid et ne succombe pas au pouvoir des émotions est toujours dans une position avantageuse à long terme.
Pourquoi le silence stratégique est-il plus efficace que les victoires remportées dans les batailles verbales? Le silence, habilement utilisé, cesse d'être un signe de faiblesse et se transforme en une puissante arme psychologique. Il oblige l'adversaire à révéler de plus en plus d'informations sur lui-même, à se sentir peu sûr de lui et à douter de ses propres paroles. Le silence crée une tension qui, à son tour, provoque un malaise et remet le contrôle entre les mains de la personne silencieuse. L'Ubermensch ne se contente pas d'éviter des disputes, il utilise magistralement le silence comme instrument d'influence. Une pause, un moment de retenue, une réponse opportune et vérifiée peuvent faire basculer le cours d'une conversation en sa faveur. C'est pourquoi, selon N, le véritable pouvoir ne réside pas dans la lutte elle-même, mais dans la capacité à contrôler la situation avant qu'elle ne commence, dans l'art de maîtriser le champ de bataille avant le premier choc. Le silence n'est pas seulement une pause dans le flux de la parole, c'est un outil puissant, une sorte d'arme qui a été habilement maniée par des personnalités exceptionnelles tout au long de l'histoire pour prendre le dessus dans les batailles intellectuelles, les négociations commerciales et les conflits militaires. L'essence du concept de pouvoir ne réside pas dans les débats bruyants ou les batailles verbales, mais dans la capacité à exercer une influence, à contrôler la situation et à faire preuve de retenue stratégique. 3 figures légendaires peuvent être citées comme des illustrations. Frappante de ce principe, Socrate, Steve Jobs et Miyamoto Musashi. La méthode socratique consiste à triompher sans confrontation directe. Socrate ne s'est jamais engagé dans des arguments traditionnels, n'a jamais élevé la voix, n'a jamais eu recours à des attaques et n'a jamais essayé d'imposer son point de vue. Au contraire, il a utilisé une technique unique, si efficace qu'elle influence encore aujourd'hui le débat intellectuel. Il s'agit de la méthode socratique, l'art de poser des questions de manière à ce que l'interlocuteur se rende compte de ses propres contradictions. Imaginons une situation. Un homme politique athénien, sûr de lui et déclare en public qu'il est l'homme le plus sage de la cité. Au lieu de contester ouvertement cette affirmation, Socrate pose une question simple. Qu'est-ce que la sagesse? L'homme, désireux de confirmer sa grande intelligence, commence à définir le concept. Chaque nouvelle question posée par Socrate semble saper les fondements des définitions présomptueuses. Le politicien sûr de lui, qui affichait récemment une confiance inébranlable, commence à trébucher sur ses propres mots, réalisant soudain que sa compréhension du sujet, dont il s'était tant vanté, est en fait très superficielle. Socrate n'a pas eu recours à la condamnation directe des opinions d'autrui, mais a habilement amené ses interlocuteurs à se rendre compte de leurs propres idées fausses. Il a profondément compris la vérité immuable de la psychologie humaine. Les gens n'acceptent vraiment que les idées auxquelles ils sont parvenus par eux-mêmes, et non celles qui leur ont été imposées de l'extérieur. C'est l'essence même du pouvoir tranquille de la persuasion. Au lieu de vous engager dans des batailles verbales stériles, vous devriez poser des questions qui amènent les gens à remettre en question leur propre jugement. Cette stratégie a été magistralement utilisée par Steve Jobs, qui a démontré l'art du conflit contrôlé. Contrairement à Socrate, qui dominait par ses questions, Steve Jobs privilégiait la persuasion stratégique. Il n'évitait pas les arguments, mais les orchestrait habilement, orientant la discussion dans la bonne direction. Son leadership chez Apple n'était pas une discussion pédante sur chaque détail, mais une capacité à contrôler le flux général de la discussion en définissant sa portée et son objectif. Jobs était guidé par un principe simple mais efficace. Ne pas gaspiller une énergie précieuse dans des batailles sans intérêt et la gaspiller sur des questions insignifiantes. Lorsque les enjeux sont importants, une personne fait preuve de la plus grande persévérance. Un exemple frappant est l'histoire de la lutte de Steve Jobs avec ses propres ingénieurs lors du développement de l'iPhone. Les ingénieurs insistaient sur les boutons physiques, alors que Steve Jobs voyait l'avenir dans un écran entièrement tactile. Au lieu de se lancer dans des discussions stériles, il les a orientés vers sa vision. Il leur a permis d'exprimer leurs doutes et leurs inquiétudes jusqu'à ce que, grâce à son leadership, il réalise qu'un appareil à écran tactile n'était pas seulement réel, mais qu'il s'agissait d'une étape inévitable. Jobs n'a pas imposé son point de vue, mais a habilement amené les gens à croire qu'il s'agissait de leur propre idée.
La plupart du temps, les gens argumentent poussés par un désir égoïste de prouver un point. Jobs, lui, argumente dans un but différent, persuader et gagner des partisans, et pas seulement défendre sa position. C'est la clé du succès. Si les mots n'inspirent pas l'action, ils deviennent des mots vides. La philosophie de Miyamoto Musashi, un samouraï discret dont les victoires commençaient avant même le début de la bataille, témoigne d'une approche similaire. Laissons de côté la philosophie et les affaires pour nous tourner vers le champ de bataille. Miyamoto Musashi, le légendaire samouraï invincible, avait compris une vérité simple. La meilleure façon de gagner au combat est de ne pas brandir son sabre. Miyamoto Musashi, le légendaire Ronin, a remporté plus de 60 combats, mais son triomphe n'était pas seulement dû à ses talents de combattant. La véritable grandeur de Musashi résidait dans sa capacité à jouer un jeu psychologique subtil, en déséquilibrant ses adversaires avant le premier coup de lame. Son duel avec Sasaki Kojiro, un épéiste renommé dont la vitesse était considérée comme mortelle, en est un exemple typique. Au lieu d'un affrontement direct, Musashi choisit la voie de la provocation rusée. Il arrive délibérément sur le lieu du duel avec plusieurs heures de retard, ce qui met Kojiro en colère. Au moment où le combat commence, Kojiro est tellement aveuglé par la colère qu'il commet des erreurs impardonnables, permettant à Musashi de remporter une victoire facile. Musashi comprenait parfaitement qu'un adversaire émotionnellement instable est déjà à moitié vaincu. Cette philosophie est conforme aux idées de Nietzsche sur l'être surhumain qui ne cède pas aux réactions impulsives, mais gère habilement les émotions de ceux qui l'entourent. Musashi a clairement démontré que le silence, la patience et la supériorité psychologique sont souvent plus efficaces que la force physique brute. Il y a un fil conducteur, la force acquise par le silence stratégique. Qu'ont en commun des individus aussi différents que Socrate, Steve Jobs et Miyamoto Musashi? Ils ont tous su conserver leur énergie, en évitant les disputes et les conflits stériles et en la canalisant vers la réalisation de leurs objectifs. Ils ne se sont pas contentés de réagir à l'action, ils ont fixé les règles du jeu. Selon eux, le véritable pouvoir ne réside pas dans la prise de parole, mais dans la capacité à avoir un impact. La prochaine fois que l'envie de s'engager dans une controverse se fera sentir, il conviendra de se demander s'il s'agit d'une réaction émotionnelle ou de la manifestation d'un contrôle sur les circonstances, car le véritable pouvoir se trouve dans la capacité à rester silencieux. Pourquoi les disputes surviennent-elles? Pourquoi les gens ressentent-ils le besoin de prouver leur point de vue, de riposter, de défendre leurs croyances, même si cela n'aboutit pas à un résultat constructif? Beaucoup de gens croient à tort que le but des disputes est d'établir la vérité. Or, les disputes sont en réalité une lutte d'influence. Plus une personne s'engage activement dans une dispute, plus elle révèle des informations sur elle-même. Ses vulnérabilités, ses hameçons émotionnels et surtout le fait que ses réactions sont contrôlées par quelqu'un d'autre. N en était profondément conscient. Sa conception de la volonté de puissance impliquait non seulement une supériorité physique, mais aussi la capacité de contrôler ses propres émotions et son comportement à un point tel que son entourage tomberait sous son influence sans même s'en rendre compte. Les recherches psychologiques modernes confirment l'intuition de N à ce sujet. Alors pourquoi les gens se retrouvent-ils si souvent entraînés dans des disputes stériles? Les discussions sont souvent dépourvues de logique, enracinées dans la psychologie humaine. En entrant dans une polémique, l'individu est convaincu de défendre ses propres convictions. Mais dans la plupart des cas, il s'agit d'une réaction à des facteurs psychologiques profonds. Examinons ce phénomène plus en détail. Les distorsions cognitives jouent ici un rôle essentiel. Le désir du cerveau de gagner, plutôt que d'acquérir de nouvelles connaissances, prédétermine l'irrationalité des arguments. Le cerveau humain est sujet à des distorsions qui empêchent toute discussion objective. Les plus importantes d'entre elles comprennent le biais de confirmation, dans lequel une personne ne recherche que les informations qui correspondent à ses opinions établies. L'effet rétrospectif, où le fait de réfuter des croyances ne fait que les renforcer, et l'effet Dunning-Kruger, où la confiance en ses opinions est inversement proportionnelle à son niveau de connaissance. Ces distorsions rendent la plupart des débats stériles. Les débatteurs ne cherchent pas à comprendre, mais attendent simplement le moment d'exprimer leur propre point de vue.
Le Superman tel que le concevait Friedrich Nietzsche évite ce piège, préférant écouter attentivement, observer et évaluer l'opportunité d'entrer dans une conversation. Pourquoi sommes-nous si touchés par les arguments qui pénètrent profondément dans le cœur? Chacun d'entre nous a certainement remarqué que certaines discussions provoquent une tempête d'indignation, alors que d'autres ne nous touchent pas du tout. La raison n'en est que les débats ne sont pas seulement des contradictions logiques, mais des questions d'identité. Lorsque quelqu'un exprime un désaccord avec nos croyances les plus profondes, cela est perçu comme une insulte personnelle, comme une attaque contre notre essence. C'est pourquoi les débats sur la politique, la religion ou la philosophie se transforment si rapidement en batailles amères et pleines d'animosité. Les gens ont l'impression que ce ne sont pas seulement leurs idées qui sont remises en question, mais qu'ils sont eux-mêmes attaqués. L'histoire connaît de nombreux exemples où les personnalités les plus influentes ont évité les arguments émotionnels, conscientes de leur nature destructrice. Quelqu'un qui est capable de provoquer une réaction émotionnelle chez vous prend le contrôle sur vous. Un surhomme, par définition, ne tombe pas dans ce piège. Il ne cède pas à des réactions impulsives, mais observe froidement, analyse la situation et ne prend qu'ensuite une décision éclairée quant à l'opportunité de répondre aux défis. Le besoin profond de validation est la véritable raison qui motive la plupart des débatteurs. Au cœur de la plupart des débats, il n'y a pas un désir de vérité, mais un ego démesuré. Les gens ne veulent pas seulement avoir raison, ils ont besoin que les autres reconnaissent leur justesse, qu'ils soient considérés comme les vainqueurs de l'argumentation. Nietzsche a compris que la plupart des gens cherchent la confirmation de leurs croyances dans l'opinion collective, dans le troupeau. Au lieu de rechercher la vérité, beaucoup s'engagent dans des discussions pour obtenir une simple approbation. Pour l'Ubermensch, en revanche, il n'y a pas besoin de confirmation, car il est le créateur de sa propre réalité. Pensons aux grandes personnalités du passé. Ont-elles consacré leurs ressources à polémiquer avec leurs détracteurs? Pas du tout. Ils se concentraient sur la réalisation de leur propre vision, ignorant tout ce qui pouvait les distraire. Ce sont leurs actions et non leurs paroles qui ont parlé d'elles-mêmes. N était en avance sur son temps. Ses concepts de pouvoir, de contrôle et de silence sont confirmés par la recherche psychologique moderne. Examinons de plus près la dynamique du pouvoir dans les interactions sociales. Les psychologues sociaux constatent que les personnes les plus influentes d'un groupe ne sont pas les plus bavardes, mais celles qui contrôlent le flux de la conversation. Elles évitent les interruptions et les explications inutiles, pesant soigneusement chaque mot pour attirer l'attention sur chacune de leurs déclarations. C'est pourquoi les leaders influents élèvent rarement la voix. Ils n'en ont pas besoin. Lorsqu'ils parlent, ils sont écoutés car leur silence a déjà créé une aura d'autorité autour d'eux. L'influence de la maîtrise de soi et de la persuasion. Les recherches menées dans le domaine de la psychologie comportementale indiquent que les personnes qui font preuve de calme et de concentration dans les discussions sont beaucoup plus persuasives que celles qui cèdent à l'émotion. Cela s'explique par la tendance humaine à percevoir le calme comme une manifestation de confiance. N était convaincu que le véritable pouvoir trouve son origine dans la capacité à se maîtriser soi-même. L'Ubermensch, selon lui, n'est pas prisonnier de ses propres sentiments. Il n'agit pas de manière impulsive, mais prend des décisions éclairées, ce qui le rend invulnérable. La véritable raison pour laquelle N voyait une force dans le silence n'était pas le désir d'éviter la confrontation, mais la prise de conscience que celui qui contrôle sa réaction contrôle également le cours de la conversation. Considérons cela dans le contexte de la vie réelle. Si quelqu'un vous insulte et que vous obtenez une réponse violente, considérez-vous comme vaincu. Si l'on vous met au défi et que vous ressentez le besoin de vous justifier, c'est également un signe de défaite. S'engager dans une argumentation pour prouver que vous avez raison est également un signe d'échec. Toutefois, si vous restez observateur, si vous gardez votre calme et si vous ne répondez que lorsque cela vous arrange, vous pouvez affirmer que la victoire est de votre côté. Le concept philosophique proposé par N n'appelle pas au silence éternel, mais souligne plutôt l'importance de choisir consciemment les moments pour s'exprimer. Avant d'entamer une discussion, il convient de se poser un certain nombre de questions. Le désir de parler est-il dicté par une intention sincère ou par le sens du devoir? Quel est le degré d'émotion de la réponse,
Et peut-on contrôler ses propres réactions? L'argument vaut-il l'énergie dépensée ou ne fait-il qu'alimenter l'ego? Le véritable pouvoir, selon N, ne réside pas dans le flot de paroles, mais dans la capacité à garder le silence qui précède la déclaration. C'est la pause qui fait que les autres écoutent attentivement, et la décision de parler n'est prise que lorsque c'est vraiment nécessaire. Cette technique silencieuse est la source du pouvoir. Cependant, une question se pose. Le pouvoir du silence signifie-t-il qu'il doit toujours être gardé? Certes, le silence peut être une arme puissante, mais son utilisation irréfléchie est aussi imprudente qu'une parole irréfléchie. Si le silence était le seul moyen d'accéder au pouvoir, les plus grands esprits de l'humanité, philosophes, révolutionnaires et visionnaires, ne seraient pas entendus. Au contraire, ils ont parlé parce que le véritable pouvoir ne consiste pas à éviter les conflits, mais à discerner quand il convient de s'engager dans une discussion et quand il vaut mieux se taire. La volonté de puissance selon Nietzsche, le conflit comme chemin vers la grandeur. On croit souvent à tort que Nietzsche prône le retrait de la confrontation, mais sa philosophie de la volonté de puissance est loin d'être passive. Elle appelle à la domination, au développement et au dépassement de ses propres limites. Le pouvoir, selon Nietzsche, se manifeste non seulement par le silence, mais aussi par la capacité à contrôler les circonstances. Le désir d'éviter tout conflit n'est pas une manifestation de sagesse, mais la peur qui se cache sous le masque de la retenue. La véritable maîtrise du conflit ne réside pas dans son refus, mais dans son utilisation habile comme moyen de parvenir à une fin. L'Ubermensch nietzschéen ne gaspille pas son énergie en arguments vides, mais il ne recule pas non plus devant les batailles nécessaires. Il sait que c'est dans le creuset du conflit que se forge la force de l'esprit. Alors pourquoi la plupart des gens évitent-ils la confrontation? La raison réside dans le malaise qu'elle provoque. Cependant, Nietzsche a compris que c'est en surmontant l'inconfort que l'on devient fort. Il considérait la lutte non pas comme un obstacle gênant, mais comme une condition nécessaire à la croissance. Les esprits faibles fuient les défis, tandis que les esprits forts les accueillent, car ce sont les défis qui stimulent l'amélioration de soi. Imaginons un guerrier qui n'a jamais participé à une bataille. Une lame qui n'a jamais été testée au combat ne deviendra jamais une arme vraiment redoutable. Comme les muscles qui s'atrophient sans entraînement, l'esprit qui n'est pas mis à l'épreuve perd inévitablement de son acuité, de sa force et de sa résistance. Les batailles intellectuelles servent à tester la force de nos idées, et l'absence de lutte transforme les croyances en coquilles vides. Pensez aux titans de la pensée dont les noms sont inscrits dans l'histoire. Galilée, condamné pour avoir osé nier la vision du monde établie par l'Église, ou Socrate, mort pour avoir osé remettre en question les dogmes conventionnels. Même les idées de Nietzsche, qui semblaient autrefois insensées, forment aujourd'hui les contours de la pensée moderne. Leur grandeur n'est pas le fruit d'un acquiescement, mais d'un choix judicieux de combats intellectuels et d'une préparation à la confrontation nécessaire. Il est important de comprendre la différence entre argumenter pour prouver que l'on a raison et argumenter pour créer une nouvelle réalité. Nietzsche, plus que quiconque, l'a reconnu. Les vrais dirigeants, philosophes et visionnaires ne fuient pas le débat, mais l'utilisent comme un outil puissant. Souvenons-nous de Socrate, qui n'attaquait pas directement les croyances des autres, mais les remettait en question jusqu'à ce qu'elles s'effondrent sous le poids de leurs propres contradictions. Les œuvres de Nietzsche étaient destinées à remuer les esprits, à provoquer la réflexion et à sortir les gens de la stagnation mentale. Steve Jobs, connu pour sa nature intransigeante, ne considérait pas le conflit comme un obstacle, mais comme un outil précieux pour stimuler l'innovation et libérer le potentiel de ses employés. Il provoquait délibérément des discussions pour amener les gens à sortir des sentiers battus. Les personnes influentes utilisent les débats non pas pour s'affirmer, mais pour se transformer en profondeur. Leur objectif n'est pas seulement de remporter un débat, mais de façonner le monde qui les entoure selon leur vision. L'Ubermensch, une personne qui s'efforce de s'améliorer, s'engage dans la controverse non pas pour satisfaire son ego, mais pour atteindre un objectif significatif. Il vaut la peine de s'engager dans un débat lorsqu'il favorise la réflexion, aide à découvrir des vérités cachées, stimule le développement personnel et aide à renforcer les positions.
Toutefois, il convient d'éviter les arguments dictés uniquement par le désir de protéger son ego, surtout si l'adversaire n'est pas prêt à changer. Les batailles émotionnelles inutiles, ainsi que les situations où le silence serait plus efficace, n'en valent pas non plus la peine. Les arguments inutiles sont un signe de faiblesse, tandis que les discussions raisonnées et stratégiques démontrent de la force. Steve Jobs n'avait pas peur des conflits, mais les acceptait toujours dans leurs propres termes. Si un argument vous affaiblit, mieux vaut l'éviter. Dans le labyrinthe de la vie, les disputes et les conflits nous apparaissent comme des phénomènes inévitables. Si la participation à une discussion renforce le caractère et élargit les horizons, il ne vaut pas la peine d'éviter une bataille verbale. En revanche, lorsqu'une dispute devient une perte de temps et d'énergie, la sage décision est de l'ignorer. La véritable force ne réside pas dans le silence, mais dans la capacité à reconnaître quand la parole peut être une arme puissante et quand le silence est la meilleure défense. Imaginez un monde où chaque personne est dotée d'une réserve limitée de mots. Chaque parole devient une ressource précieuse qui nécessite une réflexion approfondie. Dans une telle situation, vaut-il la peine de gaspiller des mots précieux dans des arguments inutiles ou d'essayer de prouver un point à ceux qui ne sont pas prêts à écouter? Ou vaut-il mieux les utiliser à bon escient, comme un guerrier affûtant sa lame avant une bataille décisive? C'est là que réside le véritable pouvoir. Les mots sont une monnaie, et plus nous les dépensons inconsidérément, moins ils ont de valeur. Tel un financier avisé ait compris cette vérité simple que beaucoup ignorent. Il a compris que chaque mot a un poids et a su gérer son capital verbal avec intelligence et prudence. Imaginez-vous au milieu d'un débat passionné. Votre cœur bat à un rythme effréné. Votre esprit génère fébrilement des arguments et des contre-arguments. Il est insupportable de vouloir prouver que l'on a raison, de vouloir prendre le dessus. Mais cela vaut la peine de s'arrêter un instant. Respirez profondément. Posez-vous une question. Qui a vraiment le pouvoir dans cette situation? Est-ce que celui qui s'acharne à vouloir prouver son point de vue ou celui qui a la sagesse de se taire à temps? Le silence n'est pas un signe de faiblesse, mais une puissante tactique stratégique. C'est la maîtrise de soi. C'est l'art de semer le doute dans l'esprit de l'adversaire sans recourir à la persuasion compulsive. Voici donc un défi à relever. La prochaine fois que l'envie d'engager une discussion vous prendra, faites une pause. Au lieu de réagir impulsivement, devenez un observateur. Permettez à votre adversaire de révéler ses faiblesses. Remarquez comment sa façon de parler révèle ses peurs et ses complexes profonds. Puis, le moment venu, choisissez vos mots avec une précision chirurgicale comme un artisan qualifié ou restez complètement silencieux. Car la véritable force réside dans la capacité à se retenir. Si vous êtes intéressé par des réflexions profondes sur la philosophie, la psychologie et les mécanismes du pouvoir, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications afin de ne pas manquer les explorations passionnantes des idées qui façonnent notre façon de penser et de vivre. Gardez l'esprit clair et l'esprit inébranlable.